Le Premier ministre conservateur Shinzo Abe a joué gros aux élections sénatoriales de juillet 2016. Il voulait obtenir les 2/3 des sièges pour supprimer l'article 9 de la Constitution pacifiste qui interdit au Japon de faire la guerre et de posséder une armée. À cet effet, Abe a joué à fond sur les menaces des pays voisins. Face aux provocations militaires, les nationalistes réclament le droit d'avoir une vraie armée, défensive et offensive. Cette volonté de réarmement rappelle l'époque du Japon impérialiste, ce qui fait réagir les pays d'Asie. Les îles convoitées, appelées Senkaku par les Japonais, Diaoyu par les Chinois, sont contrôlées par le Japon. Leur territoire est inhabité. C'est leur sous-sol, potentiellement riche en pétrole et gaz, qui attire les deux géants asiatiques. Il a suffi que cette Toyota, construite au Japon, se trouve sur le chemin des manifestants pour que se déchaînent haine et ressentiment. Quand on regarde la situation du Japon sur le plan international aujourd'hui, on se rend compte que le Japon a des mauvaises relations avec la plupart de ses voisins. Il n'a pas signé de paix avec la Russie. Il y a encore un contentieux territorial avec la Russie au nord. Avec la Corée, il y a des contentieux territoriaux et un contentieux de mémoriel. Je ne parle même pas de la Corée du Nord. Avec la Chine, il y a un contentieux mémoriel et un contentieux territorial. Et les États-Unis considèrent le Japon comme une puissance secondaire. Donc ça veut dire que le Japon est dans une situation difficile, en réalité. L'archipel japonais s'étend sur plus de 3000 km, des Kuriles au nord, situés face à la Russie, jusqu'à Okinawa au sud, près de Taïwan. Ce chapelet d'îles forme une sorte de barrière qui complique l'accès à l'océan Pacifique pour la Chine, la Corée et d'autres pays. De nombreux îlots sont autant de litiges territoriaux qui ravivent les blessures de l'histoire. La montée des périls dans le reste de l'Asie orientale devient une affaire de plus en plus sérieuse entre les tentatives de réarmement, d'armement nucléaire de la Corée du Nord d'une part et d'autre part la nouvelle agressivité chinoise, notamment en direction des mers du Sud, ce qu'on appelle là-bas les mers du Sud, c'est-à-dire la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale. Et le Japon est confronté à un nouveau défi en quelque sorte, qui est la montée de la puissance économique et militaire de la Chine. Des voisins turbulents, une Amérique de Trump imprévisible, une économie stagnante, une société japonaise qui vieillit. À ces problèmes difficiles, les nationalistes proposent une solution simple. Le Japon doit posséder à nouveau une armée puissante et donc modifier l'article 9 de la Constitution pacifiste. Qu'est-ce qui est le plus important ? La refonte de la Constitution ou d'autres problèmes auxquels le gouvernement accorde moins d'attention? Cela nous ramène aux années 30 et 40. Pourquoi le Japon continue-t-il dans cette voie? Pourquoi la classe politique conservatrice insiste-t-elle autant sur la nécessité d'un Japon fort? La volonté de devenir un pays fort fut le point de départ du Japon moderne. Cette modernisation a été provoquée par l'arrivée agressive des puissances occidentales au milieu du XIXe siècle. Amérique, Angleterre, France. Il fallait importer les savoirs techniques de l'étranger pour rattraper le retard des industries civiles et militaires du Japon. Les samouraïs, qui venaient de perdre leur privilège de caste guerrière, ont donc été envoyés très vite en mission en Europe pour étudier le droit, la médecine, les sciences, l'organisation des armées
et en faire profiter le pays. En très peu de temps, le Japon est devenu un État moderne avec le slogan « Un État riche, une armée forte ». Les dirigeants japonais voulaient éviter un déclin semblable à celui de l'Empire chinois, rongé par les guerres de l'opium, humilié et dépecé par les puissances occidentales. Le Japon fait le pari de la modernisation plutôt que celui du repli. La défaite de la Chine a été perçue par les autorités japonaises avec beaucoup de désarroi. C'est-à-dire qu'ils se disent, si les Chinois n'ont pas réussi à résister à la pression occidentale, nous, comment on va y arriver? Nous, on est un petit pays par rapport à la Chine. L'idée qu'il faut importer les techniques occidentales sans pour autant perdre son âme. La grande différence entre le système japonais et les autres systèmes d'Asie, c'est que les monarchies en Chine, en Corée ou ailleurs ont été des freins au processus de modernisation. Or, au Japon, la monarchie, la vraie, c'est-à-dire celle du shogunat, a été abolie et ils ont créé une nouvelle monarchie. Pour former un État qui soit reconnu comme membre du club des pays occidentaux, les élites ont pris modèle sur les droits européens. En 1889, l'empereur Meiji a accordé à ses sujets une constitution impériale et démocratique inspirée du Code Napoléon. Cette nouvelle monarchie est associée à la fois à tout ce qu'il y a de plus traditionnel dans le Japon et en même temps à tout ce qu'il y a de plus moderne, puisque l'empereur, on le promène, on le déguise en roi en quelque sorte occidental avec un uniforme et il va visiter les expositions industrielles et les inaugurer, etc. Donc c'est à la fois un personnage qui s'inscrit dans une tradition très, très longue durée et qui rassure, et en même temps un personnage qui accompagne la modernité. C'était une sorte de père de la nation en fait. Le Japon de cette époque-là est engagé dans un processus d'unification du pays qui est incroyable. Il y a une sorte de volonté d'uniformisation, d'unicité de la nation japonaise. On transforme tous ces gens qui sont des paysans, des anciens samouraïs, des marchands, etc. On les transforme en japonais. Se référant à la Prusse victorieuse de la France, la Constitution a fait de l'empereur le chef des armées, si bien que les militaires ont exercé, au nom de l'empereur, un pouvoir de plus en plus autonome qui échappe rapidement au contrôle du Parlement. Si on regarde la période qui s'ouvre à partir de la Constitution de 1889, on a l'impression que le Japon est toujours en guerre. Puisqu'il y a la guerre contre la Chine en 1894-1895, que le Japon remporte. C'est une grande surprise. Les gens sont très surpris d'avoir vaincu le grand modèle chinois. Enfin, il faut voir le côté absolument bouleversant de ce qu'est cette victoire contre la Chine en 1895. La victoire, elle est reçue comme quelque chose de très positif, très libérateur. Cette victoire sur la Chine a confirmé la modernisation réussie de l'armée. Le Japon veut devenir un empire colonial pour imiter et défier l'Occident impérialiste. En 1895, l'archipel a colonisé Taïwan, puis établi un protectorat en Corée en 1905. C'est la première fois qu'un pays asiatique domine des peuples en Asie. La politique coloniale du Japon a exigé des peuples dominés qu'ils parlent japonais. Elle a planifié le pillage des ressources et l'enrôlement forcé des travailleurs. Cette domination brutale, longue d'un demi-siècle, n'a pas été assumée par le Japon. Le néonationalisme de Shinzo Abe provoque aujourd'hui la colère des populations qui gardent en mémoire les exactions du passé. Au début du XXe siècle, le développement des transports a accompagné la stratégie coloniale. Pour contrer le monopole maritime des Britanniques, les Russes et les Français ont construit le chemin de fer transsibérien. Il relie l'ouest de l'Europe au nord de la Corée et a permis à l'immense empire russe d'avoir accès au marché chinois. Cette prouesse ferroviaire fut ressentie comme une menace pour les concessions étrangères implantées en Chine et pour le protectorat japonais en Corée. À la même époque, les États-Unis ont posé un premier pied en Asie avec l'annexion de Hawaï et des Philippines.
eux aussi, voulaient entrer dans la course à la conquête d'empires coloniaux et ils ont soutenu financièrement le Japon pour qu'il fasse la guerre à la Russie. À la surprise générale, le Japon remporte en 1905 sa première victoire face à l'Occident. Le Japon est très fier d'avoir vaincu l'Empire russe. Un nationalisme patriotique se développe, doublé de mépris et d'arrogance envers les puissances occidentales. Le militarisme japonais est en germe dès cette époque. Là encore, quelque chose de tout à fait étonnant, c'est pas les Chinois, mais c'est quand même ces grands empires occidentaux, là, ces populations blanches, dans un contexte fortement racialisé, qui tombent contre la marine, puisque c'est essentiellement au moment de la bataille navale de Tsushima que ça se joue, et que la victoire est remportée par le Japon. En 1905, la Russie a dû céder au Japon une partie de la Mandchourie et le sud des îles Sakhalin et Kouril, reprises par l'URSS après 1945. Le 16 décembre 2016, le Japon de Shinzo Abe et la Russie de Vladimir Poutine tentent de faire aboutir un traité de paix, jamais signé entre les deux pays depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Но в этом отношении, имея в виду особый характер отношений между Японией и Соединенными Штатами и договорные обязательства в рамках договора о безопасности между США и Японией, как будут строиться эти отношения? Мы не знаем. Когда мы говорим о гибкости, мы хотим, чтобы наши японские коллеги и друзья учитывали все эти тонкости и все озабоченности российской стороны. Tant que le Japon restera l'allié militaire des États-Unis, la Russie ne signera pas la paix. Les contentieux territoriaux entre nationalistes russes et japonais perdurent depuis la fin de la guerre. La solution politique est encore loin. En 1918, le Japon sort vainqueur aux côtés des Anglais, des Français et des Américains. Il s'attend à être considéré par ses alliés occidentaux comme un égal qui a pris sa part des combats. Au début de la Première Guerre mondiale, la région de Shandong en Chine et les îles Marshall dans le Pacifique étaient en possession des Allemands. Elles sont alors placées sous mandat japonais. Les Japonais sont donc considérés comme les héritiers légitimes pour conduire en Asie de l'Est la mission impérialiste que les pays occidentaux avaient commencée. D'un côté, les États-Unis et le monde soutiennent les projets impérialistes du Japon, et de l'autre, ils ne traitent pas les Japonais comme leurs égaux. Il existe donc un changement, ou peut-être une ambivalence dans la façon de considérer le Japon. D'une part, il est à moitié accepté au panthéon des grandes nations impérialistes civilisées, et d'autre part, il n'est pas considéré comme un égal parce qu'il est asiatique. Cette discrimination irrite les dirigeants nippons de la fin des années 20 et 30. Naturellement, il y avait là quelque chose comme une humiliation, parce que d'un côté, on dit, voilà, on est alliés, on est sur le même plan, on est tous à la table des vainqueurs, parce que voilà, on a les mêmes valeurs, hein, parce que c'est bien ça, c'est une question de valeur derrière. Hein. On n'est pas forcément au même niveau de développement technique, scientifique, politique, mais on a les mêmes valeurs. Hein. Et puis d'un autre côté, on comprend que non, on n'appartient pas au même monde, et qu'il y a toujours une sorte de supériorité qui est revendiquée de la part d'une partie du monde sur une autre. Donc ça a été une grande frustration. L'humiliation du traité de Versailles a été suivie de deux autres traumatismes qui ont plongé le pays dans un doute profond, propice aux aventures militaires. Le tremblement de terre de 23 a été quand même un choc. Hein. C'est
C'est quand même un moment où on se dit, bon, on a voulu construire une nation moderne, on a voulu croire au progrès. Puis là, pouf, tout est cassé comme un château de cartes, et les efforts qu'on a fournis paraissent vains. Un autre événement évidemment très important, c'est ce qui se passe autour de la crise de 1929-1930, cette crise économique, financière qui affecte durement le Japon et qui l'amène à se raidir, parce qu'il a besoin de ressources, parce qu'il se sent vulnérable, parce qu'il a l'impression qu'au fond le système économique, monétaire mondial lui échappe complètement. Dans les années 20, les mouvements sociaux se sont multipliés, influencés par la révolution russe. Mais les revendications démocratiques sont écrasées sous la pression des militaires ultranationalistes qui imposent leur idéologie par le meurtre et la propagande. Finalement, le déséquilibre social s'est aggravé parce qu'on n'a pas fait ce qu'il aurait été nécessaire de faire. On en est arrivé à un point où les paysans n'avaient plus que l'écorce des arbres pour se nourrir. Pour s'en sortir, il n'y avait pas d'autre choix que l'expansion militaire, qui allait aboutir à la destruction finale. C'est le chemin qui a été pris. En 2011, le Japon subit un nouveau désastre. Le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima bouleversent la société japonaise dans ses dimensions morales, politiques et économiques. L'État a été dépassé. Un sentiment d'impuissance, de doute, mais aussi de révolte et de colère s'est emparé des Japonais. Le gouvernement conservateur du Premier ministre Shinzo Abe a été élu en 2012 pour répondre à ce traumatisme. Et la seule réponse qu'il a trouvée, c'est de réformer la Constitution s'il parvient à gagner les élections sénatoriales. Le célèbre acteur Taro Yamamoto, devenu sénateur, engagé en politique après Fukushima, soutient pendant la campagne sénatoriale le musicien Yoe Miyake, candidat indépendant, sans parti et sans argent. Ils se battent pour protéger et défendre l'article 9 qui déclare que le peuple japonais renonce à jamais à la guerre ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits. この国ははっきりしてるんですよ。70年間歴史を守り続けてきた憲法をもとに、憲法は最高法規。イデオロギーの問題じゃない。この国の最高法規。それに従って70年守ってきたものをたった1回のたまたま椅子についたすっとこどっこい総理がそれを根底から覆すこの国の歴史も積み重ねてきた議論も隅から隅までこの国を売り渡すんですよ。常に戦争が起きる前に経済はバルブを閉めてきました。経済のバルブを閉めて社外の不満を溜め込むことで、じゃあ満州に行ったらチャンスがあるんじゃねえか、中国に攻め込んだらチャンスがあるんじゃねえかと思ったんですよ、多くの日本の若者が。もうそのプロパガンダに踊らされちゃいけないんです。 Je pense qu'il y a effectivement un retour du nationalisme au Japon, d'un certain nationalisme en tout cas, mais qui est plus un nationalisme, disons, d'inquiétude face à la montée de la militaire de la Corée du Nord et surtout de la Chine, qu'un militarisme, qu'un nationalisme qui serait, disons, à nouveau agressif. Dans le camp d'en face, le candidat du parti au pouvoir,
Hiroshi Yamada est un révisionniste convaincu qui veut restaurer une nation plus forte, rassemblée autour de l'empereur. Quand j'étais maire, j'ai fait changer les manuels scolaires de mon arrondissement. Car il fallait cesser de donner une image déformée de l'histoire et distribuer aux enfants des manuels qui leur donnent la fierté d'être nés japonais. Il faut rétablir la vérité pour donner une nouvelle image de l'histoire du Japon. Le Japon est déshonoré et se couvre de honte. Il subit des accusations injustes. À mon avis, il y a beaucoup de choses à changer dans la Constitution actuelle. Si on me demandait de changer une seule chose, ce serait certainement l'article 9 qui interdit de posséder une armée. Évidemment, on ne fera pas de guerre d'invasion. C'est écrit dans le premier paragraphe de l'article 9, ça, on n'y touche pas. Mais pour se défendre, on pourrait au moins avoir notre armée. C'est indiscutable. Mon pays me protège. C'est le fondement de l'indépendance de l'État. Une constitution qui n'écrit pas cela, ce n'est pas la constitution d'un pays indépendant. Pour la première fois, les jeunes peuvent voter dès l'âge de 18 ans. Mais la participation a été très faible, malgré les enjeux du scrutin. Le 10 juillet 2016, le parti au pouvoir a gagné les 2/3 des sièges. Il peut enclencher la procédure de modification de la Constitution. La politique nationaliste s'accélère avec l'adoption de nouvelles lois sur la production d'armement et l'obligation de faire des cours de patriotisme à l'école. Premières atteintes aux institutions démocratiques. Actuellement, le gouvernement cherche par tous les moyens à faire taire les gens, surtout ceux qui ont pris conscience de l'absurdité du système et qui veulent agir. La liberté d'expression n'a jamais été aussi réprimée. Le contrôle et la surveillance sont renforcés. Depuis 3 ans, j'ai vu défiler au Parlement beaucoup de lois allant dans ce sens. Les lois sur la sécurité, les lois sur le secret d'État. On se retrouve dans une situation où les lois sur la sécurité faites pour tromper les gens sont innombrables. Objectivement, si on observe la situation actuelle, je pense que nous sommes en période d'avant-guerre. C'est flagrant si on compare l'exemple des médias dans les années 30 et ce que je vois, moi, dans les médias d'aujourd'hui. Nous sommes dans une situation quasi similaire. À l'ère du néolibéralisme, on constate une division sociale évidente et définitive. L'État devrait normalement essayer de rétablir une cohésion sociale, mais il n'y parvient pas. Et comme il n'y parvient pas, les gens au pouvoir font actuellement du nationalisme de pacotille, qui leur sert de soupape de sécurité. Mais le danger, c'est la perte de contrôle, à tout moment. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Japon d'avant-guerre. Dans les années 30, l'extrême droite et l'armée ont entraîné le peuple japonais dans un impérialisme enthousiaste soutenu par la vénération de l'empereur.
Le Japon, emporté par une dynamique totalitaire et guerrière, a voulu imposer sa supériorité aux autres peuples. L'impérialisme japonais, parce qu'on peut parler d'impérialisme, je pense, en Extrême-Orient, il s'appuie aussi sur une idéologie. Cette idéologie, ça s'appelle l'asiatisme. C'est l'idée que... Asiashugi en japonais. Hein, c'est l'idée que l'Asie doit se révolter contre la domination blanche, essentiellement anglo-saxon, mais aussi russe, devenu communiste, et que donc le Japon doit prendre la tête de cette grande révolte de l'Asie et libérer en quelque sorte les peuples asiatiques de la tutelle colonialiste des Blancs. Le problème, c'est que les Asiatiques ne comprennent pas. Donc le Japon va leur expliquer, éventuellement les armes à la main, quel est leur intérêt de se rallier donc en quelque sorte au drapeau japonais pour libérer l'Asie du monde occidental. Depuis la Corée occupée, l'armée impériale a envahi la Mandchourie en 1931, mettant le pouvoir civil devant le méfait accompli. Et le Japon a installé Puyi, dernier empereur de Chine, à la tête d'un État fantoche appelé le Manchukuo. Le Manchukuo fait partie de cette stratégie, c'est-à-dire, d'une certaine façon, les dirigeants japonais sont persuadés qu'une Chine unifiée, c'est leur ennemi principal, pas simplement la Russie communiste, pas simplement les États-Unis impérialistes, mais aussi une Chine unifiée. Les Japonais n'avaient pas l'intention de soutenir la révolution chinoise. Leur but était de rétablir un empereur en Mandchourie. Ils ne s'intéressaient pas au système politique chinois. Ils voulaient juste un régime politique qui ne les dérange pas. Un pays qui leur soit favorable. Il s'agit certes d'une revanche culturelle, il s'agit certes de trouver des ressources minières, des ressources naturelles pour alimenter l'économie de l'archipel, mais il s'agit aussi d'abattre ce système républicain qui, du point de vue des élites militaires et politiques, est une menace. C'est l'ensemble de ces trois facteurs qu'il faut avoir en tête pour comprendre cette folle entreprise du Japon en Chine. Plusieurs historiens nomment la période qui va de 1931 à 1945 la guerre de 15 ans. Même si la guerre n'est pas déclarée en 1931, ni même en 1937, il existe une série de querelles constantes entre les militaires japonais, les forces du Kuomintang et celles du Parti communiste chinois, ou encore celles de groupes locaux. C'est la continuité de ce que nous appelons un cycle de violence. Hors de tout contrôle politique, ces conquêtes ont multiplié les massacres de civils. L'ampleur et la gravité des atrocités commises par l'armée impériale à Nankin sont niées par les nationalistes japonais. Comme le sénateur Hiroshi Yamada, ils réécrivent aujourd'hui l'histoire dans les manuels scolaires. À partir de 1937, date des événements de Nankin, jusqu'en 1946, les journaux du monde entier, même les plus grands journaux, même les médias les plus importants, même le gouvernement chinois n'ont jamais mentionné le massacre de Nankin. Même pas une seule fois. Pendant un an, d'octobre 1937 à octobre 1938, le gouvernement chinois a tenu 300 conférences de presse. Mais il n'a jamais dit un seul mot sur le massacre de Nankin. S'il y avait eu un massacre, le gouvernement chinois aurait dû déclarer aux instances internationales que l'armée japonaise avait commis quelque chose de grave. Le massacre de Nankin reste encore aujourd'hui une ligne de fracture qui empêche toute réconciliation entre la Chine et le Japon. Dans les années 30, il y a la montée du nazisme en Europe. Le Blitzkrieg mené par les Allemands en Pologne en 1939, puis à travers la France en 1940.
Et soudain, pendant cet été 1940, la stabilité du système des colonies européennes en Asie de l'Est bascule en une nuit. Le Japon a décidé de s'allier à l'Allemagne hitlérienne. Le peuple, endoctriné par une propagande anti-américaine, s'est rallié à l'idéologie de l'armée impériale. Dans une exaltation aveugle, les Japonais doivent désormais mourir pour le pays, mourir pour l'empereur. En décembre 1941, on arrive finalement à l'affrontement avec les États-Unis. Les chefs militaires savaient très bien qu'il ne fallait pas y aller, car une guerre avec les États-Unis était perdue d'avance. Mais l'engrenage était enclenché. On devait y aller. Sur le plan national aussi, on ne pouvait pas reculer non plus. Dès qu'il a la main mise sur l'Indochine, le Japon comprend que si son plan marche, il peut attaquer les États-Unis. Il peut porter un coup contre la flotte américaine à Hawaï, un coup qui serait presque fatal. Leur objectif est que les Américains battent en retraite et qu'ils continuent à laisser le Japon diriger son empire, car il a besoin de pétrole, de caoutchouc et de matériel en provenance d'Asie orientale et de Mandchourie. C'est une erreur de calcul colossale. Après 50 ans de guerre, la sphère de domination économique et militaire du Japon s'est étendue sur toute l'Asie orientale, de la Mandchourie à l'Indonésie, de la Chine jusqu'au milieu de l'océan Pacifique. Le Japon a conquis et colonisé un immense empire. Le Japon n'a jamais fait la guerre pour, en quelque sorte, la survie du régime. Or là, en 1941, il joue une carte qui est une carte extrêmement dangereuse. Et il la joue quand même. Et il y a, à partir de 1942-43, moi je trouve une sorte de tendance quasi suicidaire. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas de gagner la guerre, c'est de bien mourir et d'impressionner l'ennemi, ce qui est quand même une drôle de manière de mener une guerre. Les Japonais savent très bien qu'ils ne vont pas la gagner à partir de 1943. Pourtant, ils continuent. L'idée que le Japon n'a pas perdu la guerre, ou le malaise à cet égard, a toujours posé problème. Surtout si on songe à la manière dont la guerre s'est terminée. L'empereur lui-même n'a pas employé le mot capitulation. Il a dit que la guerre était finie, sans parler de défaite. Le vocabulaire employé par l'empereur à ce moment-là est crucial pour les Japonais. Les Américains s'inquiètent donc de ce qu'il va se passer lorsqu'ils occuperont le Japon. Ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Et ils pensent que l'empereur représente un atout pour eux, que se servir de lui leur permettra de garder le contrôle, non seulement de la population, mais aussi des militaires.
Au tribunal de Tokyo, le peuple japonais a découvert stupéfait les crimes de guerre commis en son nom par l'armée de son empereur, Hirohito. Durant ce procès, organisé par l'occupant américain, l'empereur n'a pas comparu. Ses responsabilités dans la guerre et dans l'effondrement du pays n'ont pas été évoquées. Ni témoin ni accusé, l'empereur est sorti de l'histoire. De toute évidence, le Japon n'arrive pas à solder la question de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de sa responsabilité dans les crimes qui ont été commis à cette époque, de la violence qui a été imposée dans le cadre des politiques coloniales. Et de la même manière, a quand même du mal à se positionner par rapport à l'Amérique, par rapport à l'Europe. Évidemment, je ne parle pas de son positionnement par rapport à la Chine. En 1947, une nouvelle constitution démocratique a été promulguée, dictée par les Américains en fonction de leurs intérêts géostratégiques. L'article 9 est au cœur de cette constitution pacifiste, unique au monde. Il stipule qu'il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes ou autres potentiels de guerre. L'empereur n'a plus aucun pouvoir. Les États-Unis ont déployé leurs troupes dans l'archipel et imposé la suppression de l'armée japonaise. Placé sous le parapluie militaire américain, le Japon a été, de fait, privé de la liberté de mener sa propre politique étrangère. L'objectif primordial de l'occupation est de créer un environnement tel que le Japon ne puisse pas se remilitariser. Il ne s'agit donc pas d'une démilitarisation à court terme, mais bien d'un état permanent de démilitarisation, un protectorat. Cela correspond à l'article 9 de la Constitution. Dans le Japon impérialiste, l'empereur était au sommet de l'État. Il devait protéger ses sujets, qu'il aime comme ses enfants. Quelle bienveillance! Bercé par cette fable, il était normal en retour de mourir pour l'empereur le moment venu. Voilà comment était le Japon. Mais après la guerre, la fable a complètement changé. Le changement radical est que désormais, au-dessus de l'empereur qui se trouvait au sommet, il y a Washington. C'est à ce moment-là qu'on est passé au néo-impérialisme. Pour les Japonais d'après-guerre, l'empereur est remplacé par l'Amérique. Donc, pour les Japonais, et de façon très symbolique, les États-Unis ont deux visages, Disneyland et les bases militaires. Nous avons toujours fait comme si l'occupation militaire n'existait pas, et nous avons préféré installer un système où on acceptait et où on consommait seulement l'aspect Disneyland des États-Unis. C'est le fondement du Japon d'après-guerre. Mais il y a un endroit qui fait exception. C'est Okinawa. L'archipel d'Okinawa se situe à égale distance de la Chine, de la Corée et de Taïwan. Okinawa est tout proche des îles Senkaku, point de friction des poussées nationalistes nippones et chinoises. Pour les forces militaires américaines, Okinawa est une position stratégique dans la région. En avril 1945, les forces américaines ont débarqué à Okinawa et ont bombardé une population à bout de force. L'armée impériale a imposé de continuer le combat jusqu'au bout et a contraint au suicide les populations civiles, femmes et enfants compris.
À l'issue de la bataille, 200 000 morts. J'habitais au nord de l'île et j'ai entendu dire que l'ennemi approchait. Alors je me suis enfuie vers le nord, là-bas, tout au fond des montagnes. J'ai vu beaucoup de morts là-bas. Je les ai vus de mes yeux. Ils n'avaient pas été tués. Ils s'étaient suicidés. Ils auraient pu survivre pourtant, comme moi. Je crois que c'était à cause de l'éducation à l'école. C'étaient des étudiants et ils étaient endoctrinés. Moi, je viens d'une famille pauvre et je n'ai jamais été à l'école. Je suis une fille de la campagne. Je voulais vivre par mes propres forces. Je voulais survivre. Les gens au pouvoir disent que ce n'est pas bien de faire la guerre, mais pourtant, ils la font quand même. Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Je voudrais qu'on me dise la vérité. Je n'ai pas été à l'école, moi. Je ne comprends pas tout cela. Aujourd'hui, au Mémorial pour la paix, les noms des morts de la terrible bataille d'Okinawa sont inscrits côte à côte sur des stèles noires. Civils et militaires, japonais et américains, britanniques, coréens et taïwanais. En 1951, le traité de sécurité nippo-américain a été signé et le Japon, redevenu indépendant, joue le rôle de porte-avions américain en Asie. Les bombardiers américains ont décollé depuis Okinawa vers la Corée et le Vietnam. Le Japon a profité économiquement de ces deux guerres sans participer au combat. Près des 3/4 des 48 000 soldats américains actuellement déployés au Japon sont concentrés à Okinawa sur plus de 20% de la superficie de l'île. Ce qui avive chez les habitants le sentiment d'être les otages d'une occupation américaine. Les Japonais comprennent très bien ce que l'article 9 leur a apporté. Il leur a permis de se concentrer sur l'économie et de renoncer à assurer eux-mêmes la défense de leur pays. Il leur a permis de ne pas être impliqués dans des actions militaires en Asie de l'Est, comme la guerre civile en Chine, la guerre en Corée et la guerre au Vietnam. Et bien sûr, comme le Japon fournissait du matériel de guerre aux États-Unis, la guerre en Corée représente un essor pour leur économie qui décolle à partir de ce moment-là. En 1954, face à la menace communiste, les Américains ont obligé les Japonais, malgré leur constitution pacifiste, à créer une armée défensive appelée Force d'autodéfense. Et aujourd'hui, quand la Chine accroît son budget militaire, le Japon augmente le sien. Beaucoup de gens, dont un scientifique américain, traitent le Japon de vassal des États-Unis parce qu'il autorise la présence de militaires étrangers sur son sol. Et pourtant, la situation est la même en Corée. Mais avec la montée en puissance de la Chine et ses incursions plus agressives en mer du Sud pour accroître son territoire et son influence, la situation à Okinawa devient délicate. Sans qu'on s'en aperçoive, on a élaboré autour de nous un système qui nous a enfermés petit à petit. Alors bien sûr, parler de la réhabilitation d'Okinawa, c'est bien joli, mais de fait, l'article 9 de la Constitution n'est toujours pas appliqué ici. Et en plus, nous subissons les conséquences des accords secrets. Et tous les accords secrets touchent Okinawa. Nous sommes complètement prisonniers de ces accords.
Est-ce que c'est normal que seulement les gens d'Okinawa soient opprimés à cause de l'alliance nippo-américaine et du traité de sécurité? Est-ce que c'est normal que nous soyons les seuls à être sacrifiés pour le traité de sécurité? Moi, je pense vraiment que tous les Japonais doivent réfléchir à ce traité entre le Japon et les États-Unis. Soit on le supprime, soit on coupe les relations. Moi, je préfère qu'on coupe les relations. Il faut donc dissoudre le traité de sécurité avec les États-Unis. Le Japon doit renaître en tant que pays indépendant, sinon rien ne changera. Opposée aux bases américaines sur son sol, la résistance des habitants d'Okinawa représente le dernier combat d'un Japon pacifiste. Mais dans un contexte tendu avec la Chine, le gouvernement de Shinzo Abe poursuit plus que jamais sa coopération militaire avec les États-Unis. La coalition au pouvoir a remporté la victoire avec plus de 2/3 des sièges. 3 jours plus tard, le 13 juillet, un événement a été annoncé dans le journal télévisé de la chaîne du service public NHK à 19h. C'est le plus gros journal de la journée, celui qui fait le plus d'audience. Quelques minutes avant le début de l'émission, NHK a diffusé un bandeau flash spécial. L'empereur Akihito aurait signifié son souhait d'abdiquer. 私も80を超え、体力の面などからさまざまな制約を覚えることもあり、ここ数年、天皇としての自らの歩みを振り返るとともに、この先の自分の在り方や務めにつき思いをいたすようになりました。日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を日々模索しつつ過ごしてきました。Dans cette déclaration, l'empereur souhaite abdiquer de son vivant car il veut assumer consciencieusement le rôle qui lui est attribué et qui est défini dans la Constitution. Cela signifie tout simplement que l'empereur veut protéger la Constitution actuelle. Donc on se retrouve dans une sorte de situation étonnante où l'empereur est le garant des libertés démocratiques d'une certaine façon et d'une constitution pacifiste contre son propre gouvernement qui, lui, voudrait la remettre en cause. Donc là, on se retrouve dans une situation assez curieuse sur le plan politique parce que l'empereur est en quelque sorte la première et peut-être même la seule figure d'opposition actuellement sérieuse dans le système japonais, puisqu'il n'y a plus d'opposition politique vraiment organisée actuellement. J'ai été très impressionné par le fait que l'empereur prononce le mot symbole si souvent. En répétant ce mot symbole, je pense qu'il veut alerter sur le fait qu'aujourd'hui, l'unité nationale s'enfonce dans une crise grave. Il est évident que l'empereur réprouve le fait qu'un pouvoir comme celui de Shinzo Abe et de son entourage se prépare à modifier la Constitution. Le gouvernement japonais souhaite une révision de la Constitution, ce qui signifie que le Japon pourrait de nouveau envoyer ses forces armées à l'étranger et que les Américains s'en iraient. Mais cet éventuel départ inquiète les Coréens et les Chinois, qui se demandent quel système pourra alors être mis en place pour empêcher la Chine et le Japon de s'affronter à nouveau. Moi, je n'ai pas de réticence par rapport au budget militaire de M. Abe. J'ai plutôt peur de ce qui se passe dans sa tête. Ce ne sont pas les armes qui me font peur, mais plutôt pourquoi il a besoin d'armes. À quoi elles vont servir et contre qui? Ce qui m'inquiète, c'est de savoir s'il peut expliquer les règles du jeu aux citoyens japonais et si sa gouvernance est transparente. Il y a une espèce de refus de prendre en compte l'histoire, tout simplement, l'histoire de cette région,
Et donc les frictions qui peuvent exister, qui sont des frictions géostratégiques entre notamment la Chine et le Japon, ou la Corée et le Japon, d'une certaine façon, je pense que le gouvernement japonais met de l'huile sur le feu en refusant de prendre en compte en quelque sorte la dimension mémorielle, la dimension historique, l'histoire de ces relations entre le Japon et ses voisins qui évidemment sont lourdes. Poussé dans le tunnel du nationalisme, le Japon inquiète et irrite les peuples de la région par son refus de reconnaître l'histoire. Construire une mémoire commune et apaisée constitue la seule voie pour que le Japon se réconcilie avec les pays d'Asie. Sous tutelle américaine, le Japon arrivera-t-il à trouver la conscience politique de son indépendance ? Yeah!